Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radio Cabot, nous sommes en ligne. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques personnes qui avaient rejoint dans le chat. Donc comme d'habitude, on va se faire un petit check son, un petit check image évidemment. Je vais peut-être me baisser légèrement. Voilà, le petit check habituel. Et donc aujourd'hui, ce soir, c'est avec Julie Canima. Enchanté de te recevoir. Eh ben merci. Donc voilà, comme d'habitude, on me fait un petit retour dans le chat pour être sûr que tout soit bon. Mais de mon côté, tout est au vert. Donc bonsoir à tous. Pour introduire rapidement ce live, on va discuter... Ah bah voilà. Et nous sommes de retour. Ok, première petite coupure. Je crois que c'est la plus rapide qui m'est arrivée depuis le début de Radio Cabot. Donc ça fait toujours plaisir. On se laisse toujours surprendre évidemment. Donc normalement nous sommes de retour. Re-bienvenue, re-bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, plusieurs thématiques à aborder, mais avant de commencer ça, faites-moi un petit retour sur le chat, j'insiste pour que tout fonctionne bien. Et puis sinon, je vais pouvoir laisser Julie se présenter, où tu es, qu'est-ce que tu fais rapidement, histoire qu'on ait une vision un petit peu de ce que tu peux nous proposer. Oui. Bah déjà, merci de m'accueillir. Faut pas hésiter à me dire s'il y a besoin que je parle plus fort. Du coup, bah, moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le milieu animalier. Alors, au début, à temps partiel, puisque je faisais ça via mon association Canima. Et depuis juin, j'ai créé mon entreprise pour travailler à temps plein là-dedans. Je propose, je fais de l'éducation, du comportement et des loisirs autour des chats, des chiens et des nacs. L'association est toujours existante. Il y a un pôle sportif affilié à l'FSLC où on propose des activités de traction, donc canicross, cani-VTT, cani-trottinette, et qui est supervisé par Raphaël Néré-Vaché pour ceux qui sont un petit peu dans le milieu. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi une activité d'auteur où donc, j'ai publié 2 ouvrages dans le domaine canin. Et j'ai rejoint depuis peu l'équipe de rédaction du magazine trimestriel Animaux Bonheur. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Ça marche. Super, merci à tous pour le retour dans le chat, c'est cool. Donc tout est nickel apparemment, donc c'est impeccable. Merci pour cette petite introduction. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec tes activités. Donc je vais vous mettre dans le chat le site internet de Canima, canima.net. Vous pourrez retrouver dessus donc les activités évidemment de Julie et également ses bouquins. Bouquins que j'en ai lu un sur deux d'ailleurs, celui sur les activités masticatoires, etc. et d'occupation. Et donc on va pouvoir un petit peu discuter de ça. Est-ce que tu veux avant peut-être nous expliquer la genèse de ce truc-là, c'est-à-dire d'où l'idée t'est venue, comment tu as procédé un petit peu pour écrire ça, etc. etc. Alors, en fait, alors, il a été publié assez récemment, en juin ou juillet de mémoire, mais c'est un livre qui existait déjà depuis une bonne année. En fait, c'est venu d'un besoin auprès de ma clientèle qui, c'est vrai que souvent, quand on demande comment vous dépensez votre animal, qu'est-ce que vous lui proposez comme activité, les gens pensent beaucoup à la promenade, à lui faire rencontrer des congénères, à aller courir dehors avec lui, jouer à la balle. Mais il y avait un peu tout un panel d'occupations qui était un petit peu oublié ou méconnu de la plupart des propriétaires. Et c'est notamment tout ce qui est activité masticatoire, olfactive et mentale. Et donc, c'est pour pallier un petit peu à ce manque-là qu'en fait, j'ai voulu faire un petit guide qui regroupe un peu ces 3 types d'activités et donner un petit peu des pistes que les personnes pouvaient facilement mettre en place dans leur quotidien pour satisfaire les besoins de leur chien. Donc, à la base, c'est un petit guide imprimé avec l'imprimante maison, la relieuse, etc. Mhm. Et puis petit à petit, c'est vrai que j'ai eu de la demande et donc du coup, j'ai pris le parti de l'éditer comme un vrai livre et de pouvoir du coup en faire bénéficier aussi un peu plus de personnes. Ça marche. Donc à la lecture de cet ouvrage, il faut penser déjà que c'est orienté pour les particuliers, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut préciser. Euh,
Il y a un sujet qui est remonté pour moi, qui est en fait un sujet plus global que ce qui est traité dans le livre, évidemment. C'est que autant sur le côté dépenses du chien, donc je te rejoins sur le fait que il faut varier ces activités-là et que effectivement sortir un petit peu de l'idée promenade ou dépenses physiques ou courir ou ce genre de choses pour combler réellement tous les besoins du chien qui vont être aussi de la mastication, du léchage, du pistage, du reniflage ou ce genre de choses. Donc ça apporte déjà des outils pour venir diversifier ces apports-là et c'est extrêmement intéressant et important. La suite, c'est aussi ce que j'ai remarqué moi, et tu vas voir, on va voir si on se rejoint ou pas forcément sur ce sujet, c'est concernant la dépense physique, il y a souvent un phénomène d'entraînement et de résistance en fait qui s'accumule avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, un chien, on va lui faire, imaginons courir 30 minutes, très bien, il va être content, il va être un petit peu fatigué, etc. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, que le chien prend physiquement, etc., eh ben, ça va plus forcément suffire les 30 minutes. Et donc on va passer à 45. Et puis après, avec le temps, on va encore rentrer dans cette boucle-là. Et puis passer à 1 heure, et puis augmenter comme ça. Donc il y a quelque part une espèce de renforcement chez le chien sur de l'activité physique. Et où finalement, il lui faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et arrive à un moment où on ne trouve pas forcément suffisamment de temps et d'énergie à mettre dedans. Alors, Vas-y, je t'en oui. prie. Non, je disais que ce que j'allais rajouter, c'est qu'effectivement, je te rejoins sur ce point-là, dans le sens où on peut très vite être dans la surenchère avec le chien, et surtout chez certaines races qui sont très actives. Je pense notamment à, par exemple, tout ce qui est chien de chasse, les nordiques, etc. C'est des chiens où, effectivement, déjà de base, il y a un gros besoin de dépenses physiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre à ce type de besoin, hein. Il faut évidemment satisfaire cette part d'activité physique, mais ça veut dire aussi que pour dépenser son chien, il faut à côté penser à d'autres choses que ce type d'activité. Oui, tout à fait. Il y a Valérie dans le chat, à qui je fais un coucou, qui nous dit que on fatigue mal son chien, à mon sens. On en fait juste des marathoniens. Et c'est bien résumé. Donc, C'est ça. Et donc aussi, il y a des activités physiques type voilà, courir ou faire des loisirs type agilité, etc. Il y a beaucoup d'activités aussi qui vont générer de l'excitation au chien. Et excitation qui n'est pas forcément toujours bien gérée et bien redirigée. Et moi, c'est pour ça que je mets beaucoup en avant dans mes consultations tout ce qui est activité mentale, masticatoire et olfactive, parce que c'est des activités qui fatiguent le chien, mais surtout, c'est des activités qui sont calmes et qui posent le chien et qui sont structurantes. Donc, c'est pour ça que je les trouve aussi intéressantes. tout à fait. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail de ces activités masticatoires, olfactives et mentales, euh, est-ce que tu as remarqué, peut-être avec l'expérience ou sur certaines situations, qu'il y avait aussi ce phénomène un petit peu de renforcement du vouloir toujours plus en fait chez le chien, ou c'est moins apparent sur cette activité-là? Alors, je trouve que dans une certaine mesure, c'est un peu moins apparent, on va dire, aux yeux des propriétaires lambda. Après, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un entraînement qui se met en place. Parce que je pense aux activités olfactives. Au début, un chien qui n'a pas du tout l'habitude, par exemple, on prend une poignée de friandises, on les jette dans l'herbe et on le fait chercher. Au début, au bout de 2, 3 minutes, il y a beaucoup de chiens qui vont décrocher, passer à autre chose. Mes chiens qui ont plus l'habitude, je fais la même chose, il peut se passer 20 à 30 minutes à ce qu'ils cherchent dans le jardin sans s'arrêter et qu'ils prennent vraiment le temps de réaliser cette activité sur une plus longue durée. Donc, il y a certes un phénomène d'entraînement, mais c'est vrai pour tous les types d'activités, hein. C'est comme nous, même quand on fait des activités, j'en sais rien, je pense à une activité intellectuelle, on va pouvoir se concentrer plus longtemps au fur et à mesure qu'on progresse dans la discipline et qu'on s'entraîne. Donc ça, c'est valable pour tous les individus, que ce soit humains ou animaux, et donc pour les chiens. Donc oui, il y a un phénomène d'entraînement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la même fatigue. Et par exemple, pour vous donner un exemple qui est assez parlant, c'est quand on a à peu près tous été à l'école en principe, on a tous eu au moins une fois dans sa vie, par exemple, un devoir de maths. Quand on sort d'un devoir de maths de 2 heures, on est un peu rincé. Et pourtant, on pourrait se dire, on a passé les fesses sur une chaise pendant 2 heures, on n'a rien fait. Mais on a fait en fait un entraînement mental, on a fait aller les neurones, on a cogité, on a réfléchi. Donc on a une forme de fatigue, et une forme de fatigue qui est différente parce qu'en fait, elle va être souvent sur du plus long terme et amener du calme derrière. Un chien qui court après une balle pendant 2 heures, il va se reposer une demi-heure après les d'attaque.
En général, quand on fait des activités mentales, masticatoires et olfactives, le chien souvent va être fatigué plus longtemps et va être plus calme derrière. En tout cas, c'est moi ce que je relève dans beaucoup de cas auprès de mes propres chiens, auprès des chiens que j'ai eus en pension et auprès de ma clientèle qui me suit pour des cours. Ouais, tout à fait. Puis je pense aussi que le fait de pouvoir diversifier les activités apporte forcément plus de renouveau et donc limite un peu ce phénomène de tous les jours tu vas courir 30 minutes, puis 40, puis 1 heure, puis etc. Donc c'est vrai que d'apporter de la diversité, ça aide aussi dans ce sens-là. Voilà, varier le type d'activité, varier les moments dans la journée où on propose et varier au sein d'un même type d'activité ce qu'on va proposer. C'est-à-dire que, par exemple, si on pense à l'activité physique, il y a plein d'activités physiques différentes. Pareil, quand on est sur de l'activité olfactive, il existe plein de pistes possibles pour mettre en place cette activité olfactive. Donc le fait effectivement d'être créatif et de proposer des nouvelles choses, c'est aussi super important. Ouais. D'ailleurs, sur l'exemple du devoir de maths, je m'avancerai pas dans ces choses-là, mais parce que je suis pas assez connaisseur de ces choses-là, mais il me semble bien que le cerveau consomme des sucres et tout un tas d'énergie aussi pour amener la réflexion, pour amener notre cerveau voilà, à avoir les déductions logiques qui font en sorte, ou faire appel à la mémoire et ce genre de choses lorsqu'on réalise ce devoir. Et donc finalement, même physiologiquement, je suis certain qu'il y a une activité, une dépense qui est faite en termes de calories ou de ce genre de choses. Après, Clairement, et ça a été démontré. pour avoir les ordres de grandeur ou les valeurs, je ne suis pas assez précis là-dessus, mais le phénomène est présent, c'est clair. On va continuer un tout petit peu dans le point technique. Ensuite, on abordera une question de Anne-Marie qui nous demande comment travailler les activités olfactives. Mais avant de donner des pistes et des idées, je souhaiterais aborder un sujet aussi qui est l'équilibre entre l'activité, la dépense et le repos. J'entends par là que sur des problématiques de chiens qu'on ne va pas qualifier hyperactifs au sens clinique du terme, mais qui ont pas mal d'énergie sur par exemple l'anxiété de séparation liée à une trop faible dépense ou des chiens qui vont être toujours en demande d'interaction. Là où ce que tu nous proposes est hyper intéressant pour pouvoir varier les activités et donc amener à remplir les besoins du chien et à le dépenser différemment. Je trouve aussi, et c'est pas forcément ce qui est souvent recommandé ou abordé de cet angle-là, c'est qu'il faut aussi que le chien ne sache rien faire. C'est ça. Apprendre à s'ennuyer et apprendre à patienter, c'est un vrai travail pour certains chiens. Ouais. Et donc je pense que dans la démarche, dans la vision d'une démarche dans ce sens-là que j'ai moi, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des activités pour dépenser de l'énergie, parce que de toute manière il en faut, et c'est là où le travail que tu as mené nous intéresse là-dedans. Mais derrière, il ne faut pas oublier d'avoir la phase de repos qui suit l'activité, qui va apprendre au chien à ne rien faire. Pour moi, hein, dans ma vision de la chose, il faut absolument apprendre à nos chiens à ne rien faire, parce que c'est ça aussi qui va leur permettre un repos et un retour au calme important. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il y a beaucoup de gens qui, à l'inverse, souvent ça part d'un bon sentiment, c'est d'occuper le chien, lui proposer plein de choses. Mais on oublie aussi que le chien, effectivement, si on n'invite pas à avoir des moments off, il y a des chiens qui vont vraiment avoir du mal à ne rien faire. Donc, de un, c'est quelque chose qu'il faut savoir entretenir quand c'est déjà présent chez le chien. Et de deux, quand c'est pas présent chez le chien, c'est-à-dire que c'est des chiens qui sont tout le temps en hypervigilance, qui vont guetter le moindre de nos mouvements, qui vont nous suivre dès qu'on fait quelque chose, qui, quand ils se posent sur le coussin, si on change de pièce, hop, ils se lèvent, ils nous suivent. Ben, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend au chien à apprendre à avoir des moments où il se relaxe, où il se pose, il attend, sans être dans l'expectative de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est là aussi où on peut rentrer dans ce que moi j'ai appelé avant la surstimulation. C'est-à-dire que après qu'il ait fini de mordiller tel objet, on va lui faire pister des friandises à l'extérieur, puis ensuite on va lui faire une activité, voilà, un petit cache-cache dans la maison, et puis après on va lui faire une promenade, et puis après on va lui faire... Au bout d'un moment, il faut aussi savoir apprendre au chien à ne rien faire. Ça va être plus ou moins abordable, difficile selon les situations évidemment, mais c'est quelque chose que le chien doit apprendre à faire. Et c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Donc il ne faut pas se tromper dans le sens où il ne faut pas apprendre au chien à ne rien faire sans satisfaire ses besoins.
le fait de satisfaire ses besoins est un antécédent en fait au calme. Tout à Souvent, fait, c'est un équilibre en fait à trouver entre les deux, hein. tout à fait, ouais. Souvent, sur beaucoup de chiens, ça va venir. Si on satisfait ses besoins en étape numéro un, on va dire, le calme va venir de lui-même, de la part du chien, parce qu'il va se dire, bah ça y est, j'ai fait mon petit pistage. Maintenant, je vais me coucher dans un coin, je vais me reposer, je vais être calme, etc. Ça peut venir de lui-même, hein, de la part du chien. Donc, quand c'est comme ça, on est plutôt satisfait. Mais voilà, il faut aussi parfois savoir dire, bah non, là, je t'ai donné les activités, les besoins que tu avais. Maintenant, il faut apprendre aussi à être calme. Tout à fait. Et il faut savoir qu'en fait, les phases de repos, que ce soit à l'éveil ou durant le sommeil, ça a des impacts bénéfiques au niveau du cerveau. Et le cerveau, en fait, durant ces moments-là, va pouvoir retraiter des informations. Et donc, du coup, il y a un vrai intérêt à respecter ces temps de calme chez le chien. Oui, c'est vrai qu'en termes d'apprentissage et ouais, de satisfaction, pour le chien, c'est important. Voilà. Euh, Et c'est vrai même pour tout ce qui est chien de travail, parce qu'on pense beaucoup, voilà, par exemple au border qui est sans cesse en demande, ou des personnes qui auraient un chien, par exemple, de sécurité qui s'en occupe, donc qui a une charge de travail quotidienne. Voilà, c'est des chiens qui sont très sollicités, qui ont certes beaucoup besoin de faire des choses au quotidien, mais c'est important que même si on a un chien de travail ou un chien qui a de forts besoins d'activité, de respecter ces moments off. ouais, tout à fait. Après, sur des chiens d'activité, on peut peut-être faire la comparaison avec des sportifs de haut niveau chez les humains, où on entend de plus en plus dire que le repos est presque aussi important que le travail, dans le sens où on va alterner des phases de travail, d'apprentissage, etc., avec des phases de repos, parce que c'est là où on va ancrer les apprentissages, ouais, effectivement. Tout à fait. Et même d'un point de vue physique, parce que par exemple, c'est valable chez l'humain, mais c'est valable chez le chien aussi. Quand en tant qu'humain, on va faire par exemple de la musculation et qu'on va chercher à prendre de la masse musculaire, on va casser de la fibre. Et la fibre, elle se reconstruit quand on est au repos et notamment quand on dort. Mm. Donc c'est pareil chez le chien en fait. Il y a un intérêt psychique et il y a un intérêt physique à ce que le chien il ait des moments de repos et des moments notamment avec du sommeil profond et où vraiment il va entre guillemets recharger les batteries à tous les niveaux. D'accord. Pour répondre à la question d'Anne-Marie, est-ce que tu peux nous faire une toute petite introduction sur des idées pour travailler des activités olfactives avec son chien? Oui. Alors, bah déjà, moi, ce que je dis, c'est que le chien fonctionne avec plusieurs sens et son premier sens, ça va être le nez. Moi, je dis qu'il a quasiment deux cerveaux. Il en a un dans la tête, un dans la truffe. Et en fait, le chien, il perçoit le monde essentiellement par son nez. C'est comme ça qu'il va analyser son environnement, prendre connaissance de tout ce qui se passe autour. Donc, en termes d'activité olfactive, déjà, il faut savoir que le chien, il y a plein de choses qu'on peut faire très simplement sans avoir besoin d'acheter du matériel. Par exemple, alors déjà, c'est ce que je disais un peu plus il y a quelques minutes, le simple fait de prendre sa ration de croquettes et de la disséminer dans de l'herbe. Donc, si vous avez un jardin, ou ça peut être, vous allez en extérieur, si vous avez un petit coin de verdure à proximité, vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez le faire en intérieur, vous pouvez très bien disséminer sa ration un petit peu à droite à gauche dans la maison et le laisser chercher. Ensuite, quand vous avez des chiens qui aiment bien en fait faire aller tout ce qui est activité olfactive et chercher avec leur truffe, vous pouvez habituer votre chien à chercher un objet à partir de son odeur. C'est-à-dire que l'activité olfactive, c'est pas forcément avec de la nourriture. Par exemple, vous pouvez prendre par exemple, deux torchons ou deux morceaux de tissu. Vous en gardez un sur vous, vous gardez les deux sur vous pendant un petit moment. Et après, vous allez en cacher un et vous lui faites renifler l'autre. Et vous allez lui apprendre voilà, à repérer une odeur en particulier et à chercher l'objet qui comporte la même odeur. Alors au début, on démarre dans un environnement facile, c'est-à-dire avec peu de sollicitations autour, sur des courtes distances et on le fait chercher pendant une petite durée. Et au fur et à mesure qu'il s'entraîne et qu'il prend de l'assurance et des compétences, on va pouvoir complexifier l'exercice, c'est-à-dire aller faire chercher dans un endroit où il y a un peu plus d'odeur, mettre plusieurs objets à disposition et devoir faire un comparatif. Ça s'appelle de la discrimination chez le chien. Et on peut avoir aussi travaillé avec plusieurs morceaux de tissu, c'est-à-dire qu'au début, vous travaillez avec deux, un sur vous en tant que référent et un qu'on cache, mais vous pouvez en prendre trois ou quatre et en cacher trois. Voilà.
Vous pouvez aussi, vous avez des fois des espèces de petites trousses. Alors, vous avez des trousses spéciales chiens, mais vous pouvez très bien prendre une trousse d'écolier et mettre des petites friandises dedans et cacher la trousse à différents endroits dans la maison. Voilà, ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être créatif. Il ne faut pas hésiter à tester différentes choses, voir ce que votre chien il aime, avec quoi il est le plus à l'aise et avec quoi il se fait plaisir. Et surtout être progressif dans vos critères, c'est-à-dire et dans la durée et dans la complexité de l'exercice. C'est ça qui est super important parce que il faut que ça reste un plaisir et que le chien, on ne le mette pas en situation d'échec. Ouais, je te rejoins là-dessus parce que souvent, moi, ça m'arrive de conseiller par exemple des exercices de pistage assez simples pour dépenser de cette manière-là les chiens que je peux avoir en clientèle. Et souvent, la tendance générale que j'observe reste à vouloir augmenter la difficulté trop rapidement, trop brusquement, alors que le chien n'a rien à y gagner finalement. C'est ça. Donc, L'humain est souvent plus gourmand. et c'est pareil pour l'obéissance par ailleurs. Euh, Donc ouais, bien penser à y aller graduellement, augmenter la difficulté tranquillement. Il faut prendre ça comme un jeu, comme une activité sympathique. Allons-y tranquillement, quoi. C'est ça. Et puis en fait, quand vous travaillez sur l'augmentation des difficultés pour une activité, vous pouvez vous baser comme quand vous travaillez vos exercices, c'est-à-dire vous se baser sur ce qu'on appelle la règle des 3D, durée, distance, distraction. Si on choisit d'augmenter la durée de l'exercice, on va garder les deux autres critères au plus bas, la distance et la distraction. Si à l'inverse, vous travaillez dans un environnement plus riche et plus de distraction, plus de bruit, eh ben, vous allez baisser à nouveau les deux autres critères qui sont la durée et la distance. Voilà, soyez progressif, augmentez un seul critère à la fois. Et quand un critère est parfaitement acquis sur une grande distance ou une grande durée, vous pouvez augmenter et travailler sur d'autres critères derrière. Ouais, et on peut toujours revenir en arrière si on sent que ben, on est un peu en train de perdre le chien, Bien sûr, parce que ça fait c'est deux, super trois fois qu'on important. essaye telle difficulté, on va dire, enfin telle situation, et qu'on n'y arrive pas, et que le chien, on voit qu'il est un petit peu perdu, pas hésiter à revenir un peu en arrière dans les apprentissages, Voilà, parce que d'un n'hésitez à jour donner un sur peu l'autre, ou voilà, de selon la météo ou l'alignement des planètes, des fois le chien n'est pas dans la même situation, voilà, donc il faut c'est vrai. s'adapter. Exactement. Et puis gardez en tête que la progression d'un chien n'est pas toujours linéaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des jours où ça va super bien fonctionner, et puis le lendemain, bah, le chien est plus fatigué, moins dans son assiette, hop, il va y arriver moins bien. Donc vraiment, gardez en tête qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas ah bah tiens, aujourd'hui ça marche plus du tout, comment ça se fait, mon chien ne sait plus faire. Gardez plutôt en tête, voilà, vous avez démarré, j'en sais rien, au jour 1, là vous êtes au jour 30. Regardez sur la moyenne que votre chien il progresse. Si c'est le cas, c'est que vous allez dans la bonne direction. Mm, mm. Ça marche. Il y a Karen qui nous dit que surtout dans la plupart des foyers, les chiens sont amenés à ne rien faire de la journée et souvent apprennent d'eux-mêmes à rien faire. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, pardon. J'attendais la question. Oui, non, il n'y a pas Euh, vraiment de question, c'est une remarque. oui, oui, c'est une remarque qui est à juste titre, effectivement. Alors, voilà, ça va être un peu propre à chaque foyer. Ça va être propre aux individus du foyer, humains comme animaux. Donc, il y a certains chiens, effectivement, au sein du même foyer, ils apprennent à s'ennuyer tout seuls et entre guillemets, tant mieux, parce que c'est nécessaire, comme on l'a dit avant. Et il faut effectivement rester vigilant quand on a un groupe de chiens au sein d'un même foyer, parce que les chiens peuvent beaucoup apprendre entre eux. C'est ce qu'on appelle voilà, notamment le mimétisme en langage humain. On peut parler de facilitation sociale quand on parle de chiens ou d'animaux. En fait, ils vont se tirer vers le haut comme vers le bas. C'est-à-dire que les chiens entre eux apprennent des bonnes choses, mais ils apprennent aussi les moins bonnes. Donc parfois, on va avoir un premier chien, donc par exemple, voilà, on acquiert un premier chien il y a 1 an ou 2, on décide de prendre un deuxième congénère pour lui tenir compagnie. Si le premier chien a du mal à patienter, à se poser, etc., le fait d'avoir un deuxième chien qui est très calme, très posé dans le foyer, peut aider effectivement le premier chien à mieux vivre ces moments-là et à apprendre de l'autre congénère. Le fait de voir en fait que l'autre congénère est tranquille, détendu, etc., ça peut aider effectivement un autre congénère à se poser. Ouais. D'où le grand sujet qui revient parfois.
sur des clients qui ont des troubles du comportement avec leur chien, enfin, qui ont un chien avec des troubles du comportement, où souvent ça m'est arrivé d'entendre bah, tiens, si je prends un deuxième chien, est-ce que ça va pas l'aider ou pas? Et bien en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse unique à cette question, moi, comme à toutes les questions quand on parle d'animaux de toute façon, mais voilà, ça, oui, ça peut être en bien si l'autre chien va avoir une influence qu'on va qualifier de positive de notre point de vue, mais ça peut être en mal aussi parce que l'inverse peut se produire, etc. Donc c'est toujours un petit peu délicat, mais ça C'est soulève ça. un peu Faut pas un ce petit peu sujet. clair, hein. Ouais. Ou alors C'est faut vrai que avoir moi, en une... consultation, quand les gens disent est-ce qu'on ne prendrait pas un deuxième chien, bah, moi je suis plutôt d'avis de d'abord travailler sur les difficultés du premier chien et une fois que ça va mieux, bah, pourquoi pas lui prendre un compagnon. Mais prendre un compagnon juste pour pallier derrière aux difficultés qu'on a avec le premier, disons que ça peut être à double tranchant. Ça peut très bien fonctionner, comme ça peut être un petit peu l'enfer derrière. Donc il faut faire attention à ça et se poser les bonnes questions en amont. Ouais, tout à fait. Puis après, il y a des dynamiques au niveau de la gestion de tout ça, sur des interactions entre les chiens, etc., qui sont encore à ce que la personne doit apprendre. Euh, et donc, ça rajoute en fait de la difficulté encore dans l'éducation de nos chiens. Donc, je suis plutôt aussi de cet avis-là. On essaie d'abord de gérer avec un chien, mais et quand c'est à peu près stable, on peut envisager, si le désir est toujours présent, d'en accueillir un deuxième. Voilà. Dans ton livre, dont ouais, je vous ai mis le lien au tout début, là, si vous voulez aller voir sur le site, euh, tu parles aussi qu'il faut bien veiller à ce que le chien ne s'énerve pas, ne soit pas frustré, ne perde pas ses moyens quand il réalise une de ces activités-là. Donc ça peut être sur, voilà, peu importe l'activité en question, mais il faut veiller à ce que le chien reste dans des états émotionnels stables. Qu'est-ce que tu fais quand le chien s'énerve sur cette activité, sur une activité? Comment tu gères ce truc-là? Alors, bah déjà, il faut savoir que moi, Ah, voilà, de retour. de En fait, il y a retour. encore éjecté. Alors, je ne Ouais. sais pas qui coupe chez qui. Donc, du coup, on parlait des émotions, notamment tout ce qui est négatif au niveau de la frustration, etc. Donc, comme je disais, moi, en fait, de manière générale, je mets vraiment la gestion des émotions au cœur de mon travail quand je travaille avec ma clientèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quel que soit le travail qu'on met en place avec, que ce soit comportemental, éducatif ou de loisirs à travers des activités, je vais faire attention à ce que le chien soit toujours dans des émotions positives. C'est-à-dire, je vais faire attention à ne pas générer de la frustration, du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude. Et notamment, ça passe par le fait, en fait, d'être progressif dans les exercices. Ok. Ah, bon, Et de 3. on va y arriver. Ouais, ouais. Du coup, je disais, donc déjà, notamment, ça passe par le fait de faire attention à ne pas mettre son chien en difficulté. Si jamais il se retrouve en difficulté, déjà, il faut que ça nous mette tout de suite en alerte. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 10 minutes que le chien soit complètement énervé pour se dire, tiens, il faut faire quelque chose, mon chien n'est pas bien. Donc, ça doit nous alerter dès le départ. Si c'est le cas, ça veut dire quoi? Qu'il faut réévaluer nos critères en termes d'activité. Il faut se poser les questions de pourquoi mon chien s'est agacé, pourquoi est-ce qu'il a été stressé, essayer de trouver la cause du comportement. Ça peut être que l'environnement n'est pas favorable, que mon chien n'est pas disposé à ce moment-là à pratiquer cette activité, que mon critère de difficulté sur l'activité proposée était peut-être trop élevé ou inadéquat, ou que le chien ne peut être simplement pas en capacité de réaliser l'exercice à ce moment-là ou l'activité. Donc il peut y avoir plein de causes à ça. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de les identifier pour pouvoir travailler dessus et faire en sorte de à nouveau proposer la prochaine fois une activité qui permette de rentrer dans les compétences actuelles du chien. Ok. On a perdu ta webcam, mais je te remets tout de Ah, suite. Non, 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 c'est bon, c'est de mon côté. c'est C'est de bon? mon côté. Ouais, Ah, ok. ouais. T'en Je fais pas. m'en tout. Ah, non. Donc vous avez entendu Oui, oui, la... on a eu le son, ouais. On a eu le son. Voilà. Super, Et c'est maintenant, on a l'essentiel. l'image. Ok. Ah bah c'est mouvementé ce soir, très bien. Les aléas du direct. Donc pour résumer, déjà réagir vite, c'est-à-dire que observer assez rapidement comment le chien réagit pour y arriver rapidement à résoudre la situation. Et soit on baisse les critères de difficulté, on peut résumer un peu ça comme ça, ou alors on change d'activité. C'est un C'est peu ça ça. les devoirs empruntés.
Voilà, et pas hésiter effectivement à mettre l'activité en pause, le temps de se poser les bonnes questions, se dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire mieux le coup d'après et relancer l'activité une fois qu'on se sent prêt à pouvoir proposer quelque chose de plus adéquat. Ça marche. Tu parles aussi, donc, dans ton livre, tu détailles un petit peu les différentes activités possibles. Alors, pour faire un rapide tour d'horizon, il y a tout ce qui va être mastication, donc quels aliments on peut proposer ou même quels objets on peut proposer à mastiquer. Sur le travail olfactif, on va avoir du pistage, on va avoir du snuffle mat, du tapis de fouille. Voilà, du tapis de fouille, ouais. Assez intéressant. Et ensuite, il y a une autre catégorie qui a attiré mon attention. C'est tout ce qui va être, on va dire, objet électronique. Je ne sais pas s'il y a un nom un peu global Oui, oui, oui. Tout ce qui est pour les distributeur désigner. Voilà, automatique. distributeur automatique, tout à fait. Distributeur automatique. Euh, et donc, qu'est-ce que tu... Bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en... Enfin, quelle est ta réflexion autour de ça? Et tu m'avais dit que tu les utilises, ça t'arrivait de les utiliser comme outil pour de la réhabilitation, de la gestion des troubles du comportement ou de certaines situations. Et ça, Mm. c'est intéressant de pouvoir en discuter. Donc déjà, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et tout ça. Alors, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que autant il y a quelques années, on en voyait assez peu sur le marché français, maintenant on peut en trouver relativement facilement. Vous avez, alors les deux qui sont très connus, ça va être le Memory Trainer, qui est accessible à partir de 50 euros. Vous pouvez le trouver par exemple, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en général, moi je l'avais vu sur les sites type Zoo Plus. Après, le deuxième qui est un peu plus cher, mais qui a un petit peu plus d'options, ça va être le Trait and Train de Manners Minder. Donc là, il faut compter autour de 140 euros. Après, vous en avez plein d'autres. Il repose généralement sur une fonction assez similaire qui, en fait, ça va être un gros boîtier avec des friandises que vous allez pouvoir mettre dedans ou des croquettes en fonction de ce que votre chien il aime et ce que vous voulez faire avec. Et vous allez avoir un boîtier, donc soit une télécommande, soit un bouton, qui va vous permettre en fait de déclencher la machine au moment souhaité. Certains ont aussi des options de programmation, c'est-à-dire vous pouvez programmer la machine pour qu'elle délivre des friandises toutes les 10 secondes pendant 2 minutes. Voilà. Certains ont aussi ce qu'on appelle des targets, c'est-à-dire en fait, alors je vais montrer à la webcam, je ne sais pas si on va bien voir. Ça, c'est les deux que je parle. Il va y Ouais. avoir en fait des targets, des espèces de petits bâtons sur lesquels le chien, quand il va pousser avec sa patte ou son museau, ça va déclencher le boîtier à friandises. Et vous en avez des, alors encore plus techniques et forcément plus coûteux. Vous avez par exemple le Pet Tutor, alors qu'on trouve pas facilement en France, plutôt à l'étranger, qui lui alors je pense qu'on connaît tous le fonctionnement du collier électrique, ou si le chien par exemple va aboyer, ça va envoyer une décharge. Lui, il va fonctionner exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un capteur sur le chien qui va permettre en fait de se déclencher justement quand le chien n'aboie pas, c'est-à-dire quand il est silencieux. Donc ça va permettre de renforcer les comportements souhaités. Donc voilà, il y a pas mal en fait d'outils qu'on peut trouver dans différentes gammes de prix. Ce qu'il faut retenir au niveau des intérêts de ce type d'outils, déjà, c'est que ça va permettre de renforcer à un endroit particulier. Donc si on veut faire un travail sur cible, par exemple, ça peut être intéressant. Ça va permettre aussi de renforcer à distance. Dans tout ce qui est loisirs, type agility ou force, on va chercher en fait à renforcer le chien à une plus ou moins grande distance. Ben, ça peut être intéressant de poser la machine à un endroit précis. On va pouvoir aussi renforcer sans être à vue et renforcer sans prise de contact. Alors, les deux derniers points vont être intéressants, notamment dans tout ce qui est effectivement trouble du comportement. Renforcer sans être à vue, ça va permettre de travailler et de renforcer un chien qui fait par exemple de l'anxiété de séparation ou qui a des difficultés en termes de gestion de solitude. Renforcer sans prise de contact, ça peut être intéressant par exemple pour des chiens qui sont peureux ou réactifs avec l'homme. On voudrait apporter un renforçateur positif type friandise, mais que si on s'approche de lui, ça lui génère un stress, une angoisse. Donc c'est compliqué de lui donner une friandise sans approcher la main, ou alors en la lançant, mais sur des chiens très anxieux, le geste peut déjà être inquiétant. Donc ça permet en fait de renforcer le chien sans avoir à prendre du contact avec lui. Donc ça peut être aussi intéressant. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, je pense à une situation en particulier où j'ai eu un chien, en fait,
un berger allemand qui aboyait comme un dingue en voiture. Donc, c'est-à-dire que les gens qui fassent 5 minutes de route ou 5 heures, ils ont fait l'essai parce qu'ils sont partis dans le sud, le chien aboyait en non-stop. Et du berger allemand, bon, ça a de la voix. Hein. Et donc, le chien était dans le coffre. Alors, ils avaient essayé pas mal de choses, hein, de changer d'endroit dans la voiture, de faire des petits trajets, voilà. Donc, ils m'ont sollicité parce que bah, malheureusement, ils n'arrivaient pas à avancer tout seuls sur le sujet. Et on a utilisé donc une machine de distribution où ça a permis en fait à la maîtresse de mettre la machine dans le coffre avec le chien et de pouvoir récompenser tout du long ou bah, voilà, au début à l'arrêt et ensuite sur des petits trajets, puis en augmentant au fur et à mesure, de pouvoir récompenser son chien pendant qu'elle mettait en marche la voiture. Parce que, alors, quand on est deux, on peut travailler plus facilement, mais c'est vrai que quand on est tout seul, on ne peut pas à la fois et conduire et renforcer le chien à un instant précis, se retourner, etc. Donc, c'est vrai que cette machine-là, par exemple, dans ce cas de figure, elle nous était d'une aide vraiment intéressante pour pouvoir faire progresser le chien sur cette thématique. Ok, ça marche. Alors après, selon certaines situations, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être équivalents avec un bon système de communication avec le chien. Notamment quand par exemple, pour délocaliser la récompense, finalement, si on a un bon système de marqueurs et ce genre de choses, on peut y arriver à manière équivalente, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Et heureusement, parce que sinon, ça veut dire qu'avant ces machines, on Ouais, faisait comment? ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que pour des situations où on peut pas venir directement délivrer la récompense ou ce genre de choses, ça reste intéressant. Ouais. Voilà, ça reste une bonne aide. Il faut se dire qu'en fait, c'est un outil parmi d'autres. Moi, je pense que voilà, faut pas se fermer la porte quand on a des choses qui peuvent nous donner un coup de pouce dans le travail avec un animal. Mhm. Par contre, effectivement, il faut vraiment garder en tête que c'est un outil et pas une solution. Donc, c'est un plus, c'est une aide dans notre travail. Mais bien sûr, ça doit s'accompagner d'une réflexion et d'un programme de travail avec des axes bien étudiés, bien définis en amont. Ouais, c'est clair. Euh, ok, est-ce que tu veux rajouter des choses un petit peu là-dessus? On passe sur un autre sujet. Au niveau des machines, je pense qu'on est pas mal. Après, donc du coup, si jamais, voilà, c'est des choses qui vous intéressent un petit peu en termes de machines, vous allez avoir dans le livre dont on a parlé un petit peu un panel existant de ce qui se fait sur le marché. Mais n'hésitez pas également à mener vos propres recherches sur Internet, vous en trouverez très facilement. Et vous en avez vraiment à une gamme de prix qui peut aller voilà, d'une cinquantaine d'euros jusqu'à plus de 300 euros. Donc c'est très varié. N'hésitez pas à, voilà, à comparer, à regarder parce qu'elles n'ont pas toutes exactement les mêmes fonctions. Ça marche. Alors, dernier sujet, je pense, qui va peut-être nous occuper un petit peu. Bon, c'est un des sujets, on va dire, un peu tarte à la crème qui ressort tous les 3 mois, 6 mois sur les réseaux. Euh, il est ressorti là un petit peu récemment, l'histoire de chien régulateur. Doit-on le mettre entre guillemets ou pas Je te laisserai me dire ce que tu en penses aussi. Donc peut-être que tu peux t'exprimer un petit peu sur ce sujet-là, et puis après je livrerai moi aussi ma réflexion autour de ce thème. Qu'est-ce que c'est que le chien régulateur? Pourquoi on l'appelle comme ça? Est-ce qu'il existe? Etc., etc. Tout plein de questions. Bah, c'est effectivement un vaste sujet où il y a beaucoup de choses à dire, du bon comme du moins bon. En fait, quand on parle de chiens régulateurs dans la tête des gens et quand on voit un petit peu les vidéos qui peuvent circuler sur le net à ce sujet, souvent c'est des chiens qui vont avoir tendance un peu à rentrer dedans quand il y a un chien en face qui peut se montrer un peu réactif. Et on considère que si le chien en face s'éteint, c'est-à-dire que ne bronche pas et se laisse faire, on considère que le chien a, entre guillemets, bien régulé la situation. Bon, grosso modo, hein, je donne vraiment les grandes lignes. Mhm. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Internet et à mon sens, c'est pas un bon chien régulateur. Pour moi, un bon chien régulateur, et encore, je mets ce terme avec beaucoup de pincettes parce que j'avoue que je l'aime pas beaucoup. Pour moi, un chien régulateur, en fait, quand on pense à ça, ce serait un chien qui va pouvoir accompagner un autre chien dans certaines écoutes et dans certaines études. Ah, je vais y arriver, dans certaines interactions et dans certains contextes,
pour pouvoir en fait donner des nouvelles compétences ou améliorer les compétences d'un chien. Par exemple, bah, voilà, un chien qui est très peureux, mal à l'aise dans les interactions, un chien calme, bien posé, qui respecte la zone de confort du chien en face, qui communique correctement, va pouvoir en fait mettre le chien en face plus à l'aise petit à petit. Ça, pour moi, ça va être une interaction qui va être intéressante. Donc l'idée, ça va être en fait de tirer le chien vers le haut pour le faire progresser dans de bonnes conditions. Par contre, attention, c'est qu'en fait, on considère que voilà, un chien qui communique bien, qui est bien dans ses pattes, etc., on a tendance des fois un peu à l'envoyer au front à toutes les sauces. Et le problème, c'est que des fois, des chiens qui sont dits régulateurs, qui sont super cool, qui communiquent bien, qui sont bien dans leurs pattes, à terme ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'à force de subir des assauts répétés de chiens qui sont mal polis, qui malmènent le chien, qui voilà, ne respectent pas les zones de confort, et ben des fois on a des chiens très cool qui ne le sont plus à terme. Donc avoir un chien cool et bien codé qui communique bien, régulateur sous ce sens-là si on veut, et ben ça doit se faire oui, mais pas au détriment du chien en face. Donc il faut écouter le chien qu'on doit travailler qui a des difficultés, mais il faut écouter aussi notre propre chien si on s'en sert en termes de chien de travail dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça doit vraiment pas se faire au détriment de l'un ou de l'autre. Et par exemple, quand on a un chien réactif, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois bah, commencer par travailler en longe ou en laisse avant de le laisser débouler sur le chien de face pour qu'il se fasse rentrer dedans. Parce que les gens qui disent oui, mais comme ça il va apprendre, ok, mais est-ce qu'il va apprendre d'une manière super constructive? J'en suis pas sûre. Et surtout, c'est que ça se fait encore une fois au détriment du chien qui est en face et qui lui subit les assauts. D'accord. Pour ma part, m'exprimer sur ce sujet, j'aime pas la terminologie. Ok, la sémantique du mot régulateur n'apporte pas suffisamment de nuances pour pouvoir de manière pertinente refléter la réalité, je trouve. Parce qu'en fait, on parlerait peut-être de communicant ou de charismatique chez l'humain. Je sais pas, c'est vrai qu'au niveau vocabulaire, il faudrait y réfléchir, mais en fait, pour moi, le chien régulateur, c'est relatif à chaque fois en fonction des situations. Premièrement, ça va être relatif dans la manière dont le chien en lui-même va être prétendu régulateur. Il y en a qui vont l'être, oui, beaucoup, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, etc. Et ensuite, ça va dépendre aussi de ce vers quoi on le met. J'entends par là que ça fait rentrer un petit peu les caractéristiques de race, des histoires de patron moteur et tout ça, où souvent sur un chien nordique, si on en met un autre nordique, bah, ils vont mieux communiquer entre eux. D'accord. Donc il y a un chien, si on peut appeler un chien nordique régulateur parce qu'il communique bien avec les autres nordiques, oui peut-être, mais si on le met avec un Lhasa Apso, c'est pas gagné quoi. Donc ça va être aussi relatif avec le chien qui est en face. Ensuite, je te rejoins sur le côté un peu vidéo, au ralenti et tout ça, avec des chiens qui rentrent dedans dans d'autres. Pour moi, ça, c'est pas des chiens régulateurs. Okay, alors, le chien régulateur peut parfois intervenir physiquement sur un autre pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est pas l'objectif premier du chien, jamais. Et pour moi, le bon chien régulateur va donner tous les signaux précédents cette étape-là avec beaucoup de clarté pour essayer de faire comprendre au chien qui doit se faire réguler. Du coup, on a un rapport régulant-régulé, on va dire, Voilà, pour lui apprendre toutes ces choses-là. Ouais. Un chien qui interagit avec un autre, il faut savoir que je le dis à titre général, c'est qu'un chien qui communique bien va jamais chercher la confrontation en première instance. Ouais, tout à C'est fait. pas le premier des chiens qui communiquent correctement. Ils vont plutôt, effectivement, comme tu disais, mettre à profit tout leur panel de communication pour éviter d'entrer en conflit. Mm -mm. Et c'est aussi le chien qui, justement, n'a pas besoin de rentrer en conflit, tellement il est équilibré, serein, posé, calme, et tout ça, quoi. Donc en fait, le chien régulateur va, pour moi, s'il existe, très peu rentrer en conflit, ou en joute physique, on va dire, à apporter des contacts physiques, euh, parce qu'il aura un panel de communication tellement développé qu'il n'en aura pas besoin, en fait. Ou très rarement, évidemment. C'est ça, ouais. Euh, Je me permets de rebondir ouais. aussi sur un point où tu as évoqué la question des races, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est assez vrai, c'est-à-dire que on va aussi avoir des races
qui vont avoir un peu plus de facilité que d'autres à communiquer. Je pense notamment à, par exemple, à tout ce qui est race à queue courte ou de par la génétique ou de par l'intervention de l'homme. Je pense aussi à tout ce qui est race brachycéphale, donc avec le nez écrasé, ou tout ce qui est écharpé. En fait, il y a certaines races où certains signaux de communication seront moins visibles ou pas réalisables de par leur morphologie. Mm. Et ça, clairement, il y a des chiens, ça les impacte. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Ceci dit, même si j'ai un peu bousculé le terme chien régulateur et tout ça, je pense qu'il ne faut pas non plus se mentir, dans le sens où il existe des chiens qui communiquent mieux que d'autres, il existe des chiens qui sont plus sociables, il existe des chiens qui sont plus à l'aise avec les autres chiens, il existe des chiens qui sont voilà, plus charismatiques, on va dire, avec les autres chiens, et c'est sûrement ceux-là sur lesquels on met l'étiquette chien régulateur. Mais est-ce qu'il les faut ranger dans cette case-là? Est-ce que c'est pertinent de les ranger dans cette case-là? Je ne sais pas. Mais Il faut garder en tête, c'est qu'un chien qui communique bien, il n'aura pas forcément envie de jouer, entre guillemets, les chiens régulateurs. Il y en a qui, certes, communiquent ouais. bien, mais qui n'apprécient pas forcément de devoir faire la police à tout va. Mm, mm. Donc, je pense qu'il faut aussi le garder en tête de respecter les besoins et les envies de son chien. Ouais, tout à fait. En tout cas, en fait, il faudrait rajouter peut-être quelque chose derrière régulateur, à la fois dans la variation de l'intensité de ce terme-là. Je veux dire qu'il y en a qui vont être assez peu, mais régulateurs quand même, d'autres beaucoup, etc. Et puis surtout, régulateur, mais avec qui, quand, comment, et tout ça, quoi. Évidemment que dans un seul mot, ça rentre pas, hein, toutes ces notions-là, hein, mais c'est pour ça qu'on utilise des mots pour résumer des notions. Mais à chaque fois que je vois ce mot-là, j'essaie de me rappeler tous les petits détails qui sont soulignés derrière cette chose-là, pour bien rester en tête que régulateur peut-être, mais plus ou moins déjà, plus ou moins selon les chiens, plus ou moins selon la situation, plus ou moins selon son envie aussi, c'est vrai. Voilà. Effectivement, le caractère est aussi à prendre en compte en termes de, voilà, de préférence. Faut pas oublier qu'on parle d'individus vivants, donc c'est un peu comme nous, hein, il y a des choses qu'on aime faire et d'autres pas. Mm. Et donc, c'est pas parce qu'on est bon là-dedans qu'on aime forcément le faire. Ouais, 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 c'est clair. Mais bon voilà, après c'est aussi tout à fait clair que des chiens communiquent mieux avec d'autres chiens, comme je l'ai déjà dit, de la même manière que des humains, c'est un peu pareil, hein. Chez des humains, il y a quelqu'un, on va être alors réunis à plusieurs dans une salle. Bon, dans cette situation, c'est un peu particulier, mais quelqu'un va rentrer et puis d'un coup, voilà, plusieurs personnes vont le regarder, ou va y avoir un petit silence, ou ce genre de choses. Ou alors dans les interactions sociales qu'on peut avoir entre humains, on remarque aussi qu'il y a des gens qui attirent plus le regard, il y a des gens qui ont une discussion plus facile, il y a et tout ça se mélange aussi. Donc si le parallèle devrait être fait avec l'humain, on pourrait avoir des humains régulateurs qui sont incarnés par ces attributs-là. Donc il faut garder en tête quand même que voilà, des chiens, certains communiquent mieux que d'autres, et tout ça, quoi. Il ne faut pas non plus mettre tout le terme à la poubelle. Plus de vocabulaire que d'autres. C'est-à-dire que c'est comme chez les humains, il y en a qui ont, j'en sais rien, 2000 mots de vocabulaire et d'autres 5000. Mm. Chez le chien, c'est pareil. Il y en a qui vont avoir un panel plus large de communication que d'autres. Ouais. Donc je pense qu'il faut tordre le cou à l'idée que le chien régulateur rentre physiquement dans la gueule de tous les autres chiens et les plaque au sol parce que c'est lui le boss et tout ça. Tout ça est pour moi assez stupide. Mais pour autant, il faut garder à l'esprit quand même que certains chiens communiquent mieux que d'autres, certains sont plus posés, plus calmes, ont un panel de communication, comme tu dis, une espèce de vocabulaire qui serait pour l'humain plus développé. Et donc c'est ceux-là en fait qui remplissent le meilleur rôle dans la sociabilisation de nos chiens. Ouais. Voilà, ouais, ouais, je pense que ça résume bien l'idée. Ça marche. Valérie qui nous dit que je pense que le chien régulateur est un terme commercial et pro. Maintenant que l'on forme un chien à bien réguler, à communiquer, ça oui. Euh, alors un terme commercial et pro, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent l'utiliser commercialement. Je vois un peu l'idée. Euh, Après voilà, on essaye de qualifier nos chiens toujours avec des histoires de sémantique. Donc il fallait bien qu'on ait un mot pour dire soi-disant les chiens qui communiquent le mieux avec les autres chiens. Mais c'est glissé derrière ce mot-là
des a priori comme étant celui qui va plaquer l'autre chien au sol, celui qui va lui grogner dessus, celui qui va lui montrer les dents, etc. C'est ça. Et où là, c'est pas En fait, forcément c'est adapté, quoi. vraiment encore une question de qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot, hein. Voilà, quelle Ouais. vision on en a, comment on perçoit les choses et qu'est-ce qu'on attend derrière. Mm, mm. On en revient souvent à ce point-là dans l'émission, quand même. Ça, on peut être d'accord, mais en n'utilisant pas les mêmes mots. Enfin bref, c'est C'est ça, oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est important derrière d'étayer, de détailler quand on avance un terme ou un concept, de vraiment pouvoir donner le fond de sa pensée, pas juste mettre un mot dessus mm, mm, et basta. c'est clair. Ok, il me semble aussi que tu fais partie de la team CapDog. Je crois bien que c'est ça que tu m'avais Oui, dit. Est-ce que tu veux rapidement nous présenter ce que c'est, oui, l'objectif et tout ça? avec grand plaisir. Alors en fait, bah, si ma mémoire est bonne, dans la Radio Cabo, vous avez déjà eu l'occasion d'accueillir Jérémy Serinda. Tout à fait. Voilà, donc c'est lui qui est à l'origine avec sa compagne de la création de la Team CapDog. Donc l'idée, c'est en fait de former, enfin de créer un regroupement d'éducateurs qui véhiculent les mêmes valeurs et notamment autour de l'éducation bienveillante. Donc c'est un réseau en fait qui crée, en fait, ils référencent. Alors donc, on peut demander à en faire partie et pour rentrer entre guillemets dans cette base de données, on doit répondre à certains critères. Et à partir de là, bah, ça va leur permettre, en fait, auprès de particuliers, quand il y a un besoin ou une demande sur une commune en particulier, de pouvoir donner des noms de personnes, de professionnels qui ont vraiment été vérifiés en amont. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire juste moi je suis en positif pour rentrer dedans et être listé. Voilà, il y a vraiment des questions qui sont posées derrière. On demande vraiment des acquis, des compétences. C'est vérifié au cas par cas et j'imagine que ça doit être vraiment un travail monstrueux qu'ils fournissent et qui commence à se faire connaître petit à petit, hein. Moi, j'en entends quand même régulièrement parler de cet accompagnement. Et donc, du coup, voilà, ça permet en fait d'avoir un milieu de référencement des éducateurs en positif pour grossir le truc, pour que les professionnels, les particuliers puissent se diriger vers une personne de source sûre et fiable. D'accord. Alors après, ils mènent aussi quelques autres campagnes autour, hein, de la communication, de véhiculer voilà, des notions autour de la bienveillance et de l'éducation. Jérémy a mis en place aussi des webinaires et des séminaires auxquels il va diffuser via la Team CapDog et via son métier à titre personnel. Donc il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à aller sur sa page, à regarder un petit peu ce qu'il fait, à poser des questions. Voilà, ils sont toujours en plus super ouverts aux questions et très à l'écoute des demandes de chacun. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui font un super boulot. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe du côté de la Team CapDog. Ça marche. Et donc toi, tu es du côté de Chambéry, c'est ça? Par là-bas? Alors, Pour en fait, resituer moi, un je suis peu? un petit peu à mi-chemin entre Chambéry, Albertville et Grenoble. Je suis au milieu. Je suis en Savoie, mais vraiment à la limitrophe Isère. Ouais. D'accord. Ok. Euh, Une petite année. Ça fait pas longtemps. Avant, j'étais en Isère. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remets le site internet si vous voulez regarder pour plus d'infos, les livres et tout ça. Je vous le remets dans le chat. Il y a aussi l'autre livre, on n'en a pas trop discuté. Si tu peux le résumer un petit peu de ce que j'ai compris, c'était Oui, le démarrage, comment dire, comment bien démarrer avec son... en fait. Ouais, Ouais, alors c'est celui-ci. Voilà. voilà. Donc en fait, c'est c'est un livre qui va en fait donner toutes les bonnes pratiques, les réflexes à avoir quand on acquiert un chien. Alors ça peut être aussi bien un chiot qu'un chien adulte, mais ça peut être aussi si voilà vous avez un chien depuis quelques années et que voilà vous sentez que vous pêchez sur quelques notions, que vous aimeriez en savoir plus, faire un petit tour d'horizon un peu global de tout ce qu'il y a à travailler et à connaître autour du monde du chien. Voilà, l'idée c'est de donner vraiment un ouvrage bienveillant. Vous avez même à la fin une espèce de to-do list qui est extraite des travaux du docteur Sophia Lynn avec un petit peu bah, quoi faire avec son chien, c'est-à-dire bah, j'ai pris un chiot,
Je vais le faire marcher sur différentes structures, de la neige, du sable, des cailloux. Je vais l'habituer à différents bruits, les rollers, les skates, les klaxons, voilà. L'idée, voilà, c'est de vous donner un petit peu une liste de tout ce que il serait intéressant d'amener dans le quotidien de votre animal pour en faire un chien qui soit bien dans ses pattes et malléable et qu'on puisse emmener partout. Donc voilà, donc il y a des parties pratico-pratiques et puis il y a des parties un petit peu plus théoriques à travers différentes notions comme la gestion émotionnelle, la réactivité, le contrôle de l'impulsion. Voilà, c'est assez varié. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose à la fois de vulgariser pour que ce soit accessible aux particuliers, mais quand même assez complet qui fasse un tour d'horizon de la plupart des sujets auxquels on est confronté au quotidien. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Si tu veux rajouter un petit mot avec plaisir Et ben, pour conclure. je suis ravie de faire cet échange. J'ai beaucoup l'habitude des écrits et moins du Ouais, direct, donc c'est un exercice pour moi aussi. Et d'accord. j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir justement échanger des bases de notions et de questions autour du monde canin. Donc, c'était avec grand plaisir et je te remercie pour ce temps d'échange et j'espère que les personnes ont pris plaisir à nous écouter. Ça marche. Bien, merci beaucoup, Julie. Donc, pour ce qui concerne le replay, il sera disponible dès demain sur YouTube ou alors directement là sur Facebook, mais je le mettrai dès demain sur YouTube. Pour ce qui est de Radio Cabo, on se retrouvera la semaine prochaine avec Aude Millard, qui est donc dans la région toulousaine plutôt. On parlera éducation canine, communication avec le chien, beaucoup, c'est un petit peu son truc. Et aussi, on attaquera un sujet bien-être avec tout un tas d'éléments dont elle pratique avec les chiens et ses clients et tout ça. Donc je vous ferai l'annonce évidemment dès lundi. Et donc ça sera jeudi prochain à 20h ou 20h30, vous regarderez pour ce coup-là. Et donc voilà, merci beaucoup Julie, bonne soirée à tous, Bonne soirée. et puis on se Au revoir. retrouve la semaine prochaine. Merci.